à toutes et à tous et merci pour votre présence ce matin. Nous sommes réunis aujourd'hui pour partager le bilan des négociations annuelles obligatoires sur la mobilité domicile-travail. Je remercie l'ADEME, la Direction générale du travail, les bureaux d'études qui ont travaillé avec nous sur ce sujet et bien sûr les équipes de la DGITM. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités adoptée en 2019 et je souhaiterais tout d'abord les resituer plus globalement. Depuis 8 mois, un gros travail a été élaboré en matière de planification écologique des transports qui s'inscrit dans le cadre de la création du secrétariat général à la planification écologique placé auprès de la Première ministre depuis la fin d'année dernière. Donc, la planification écologique a consisté à étudier brique par brique, chantier par chantier, toutes les mesures nécessaires pour décarboner les transports, que ce soit le transport de marchandises, les mobilités du quotidien et les mobilités longue distance. Les mobilités des salariés sont un vecteur de décarbonation très important. Il faut encourager les changements de comportement et tous les travaux qui sont menés en matière de fiscalité, d'évolution, d'analyse des dépenses pour regarder comment mieux les orienter, mieux orienter en fait les comportements des salariés vers l'utilisation des mobilités actives et des transports collectifs s'inscrivent dans ce sens. La loi d'orientation des mobilités a donc créé de nouveaux outils de prise en charge des frais de transport personnel, en particulier le forfait mobilité durable. Et depuis le 1er janvier 2020, elle rend obligatoire l'intégration d'un volet mobilité domicile-travail dans les négociations annuelles obligatoires avec les partenaires sociaux. Cette obligation concerne les entreprises qui emploient au moins 50 salariés sur un site. Avec la DGT et l'ADEME, la DGITM a donc organisé une évaluation des accords collectifs en entreprise conformément à l'article 83 de la LOM, dans le but de connaître la dynamique d'introduction du thème des mobilités domicile-travail dans les accords collectifs, d'en comprendre les freins et les leviers, d'identifier les modalités mises en œuvre pour accompagner les salariés vers des mobilités plus vertueuses et d'établir des recommandations sur les conditions de prise en charge par l'employeur des frais de transport domicile-travail. Près de 1000 accords déposés ont été analysés et une enquête complémentaire a été réalisée l'année dernière auprès des dirigeants, des représentants du personnel ou patronaux ou encore des responsables des ressources humaines. Ce sont ces résultats qui vont vous être présentés ce matin. Alors, quelles sont les orientations qui ont été prises depuis la LOM en 4 ans, compte tenu du contexte économique, de la crise énergétique, des besoins accrus de sobriété? Plusieurs évolutions ont eu lieu. L'augmentation du télétravail en raison de la crise sanitaire, avec l'augmentation du forfait télétravail dans la fonction publique, l'augmentation des plafonds d'exonération du FMD, la revalorisation du FMD dans la fonction publique, le développement du fonds mobilité active et notamment le lancement d'un plan national covoiturage. Il est nécessaire de communiquer autour des enjeux de la mobilité durable, de communiquer sur les dispositifs de soutien aux déplacements existants, qui ne sont pas toujours connus autant qu'on le souhaiterait, et de laisser toute la place au dialogue social. Nos travaux communs s'inscrivent donc en ce sens. J'espère que les personnes à distance m'ont entendu. J'en ai terminé et je laisse la parole à Yann Tréméac de l'ADEME. J'espère qu'on va m'entendre aussi. Bonjour. Bon, le sujet de la transition écologique, je ne suis pas sûr que ça marche, mais bon, bref, c'est pas grave. Si, la transition écologique des mobilités et du transport, c'est un sujet clé, stratégique pour l'ADEME. La stratégie transport et mobilité de l'ADEME, c'est 3 axes. Un premier axe sur la maîtriser. Comment on va travailler sur la maîtrise de la demande, sur les changements de comportement. Ça évoque par exemple des sujets de télétravail, des sujets de démobilité. C'est pas la décroissance de la mobilité, mais comment on arrive à concentrer dans un même lieu des services qui vont permettre à des citoyens, à des employés, à des salariés, voire à des employeurs de moins se déplacer et d'éviter des déplacements. Le deuxième axe, c'est le reporter. Comment on va reporter une partie de nos déplacements en voiture, en monovoiturage, vers des modes comme les mobilités actives, la marche, le vélo, le covoiturage, l'autopartage.
les transports en commun, bien sûr, je ne les oublie pas. Et enfin, un troisième axe, améliorer comment on va réussir à améliorer aussi bien les matériels qui sont utilisés pour se déplacer que les organisations. Typiquement, par exemple, on travaille, et là encore avec la DGITM, sur le développement de véhicules intermédiaires, dans le cadre d'un dispositif qu'on a créé il y a peu, l'Extrême Défi, pour développer de nouveaux types de véhicules qui seront situés entre le vélo et la voiture. Donc comme je le disais, finalement, on travaille en étroite collaboration avec la DGITM pour accompagner cette transition des mobilités, et notamment pour accompagner les employeurs vers une mobilité plus durable. Ainsi, on a travaillé dernièrement sur les 2 éditions du baromètre forfait mobilité durable et sur cette étude dont on va vous présenter aujourd'hui les résultats d'évaluation des accords collectifs. Et pour être dans le concret, l'ADEME, on essaye de mettre à disposition, on va mettre à disposition des outils, des ressources justement pour accompagner les employeurs, leurs salariés, sur ces questions d'évolution, de transition des mobilités. Donc j'en citerai 3. Le premier, les boîtes à outils pour les plans de mobilité employeurs que vous retrouverez sur le site de l'ADEME. Alors, il faudra chercher un petit peu. On travaille aussi à améliorer l'ergonomie de notre site, mais vous le trouverez. Donc, c'est une boîte à outils voilà, pour accompagner les employeurs sur la mobilité plus durable de leurs salariés. Une démarche qui s'appelle MobiliPro, qui est là pour accompagner encore les employeurs dans l'optimisation des déplacements professionnels de leurs salariés. Donc, je vous encourage, pareil, à tapoter MobiliPro sur Google, en fait ce sera plus simple, vous le trouverez comme ça. Ou enfin Verdir ma flotte, qui est un outil d'aide à la décision qui est destiné aux gestionnaires de flotte pour faciliter leur renouvellement de véhicules. Alors actuellement cet outil il est ouvert sur le transport de marchandises et bientôt il évoluera pour être ouvert sur la mobilité des personnes. Et enfin j'en terminerai par là. L'ADEME, on va aussi bien s'adresser, d'ailleurs l'ADEME et la DGITM, on va aussi bien s'adresser aux employeurs qu'à leurs salariés, et notamment en accompagnant les challenges de la mobilité, qui est une initiative ludique, je dirais, qui vise à sensibiliser, informer et faciliter l'expérience d'alternatives au monovoiturage pour les trajets domicile-travail. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on met à disposition et on continuera à mettre à disposition des outils, des ressources pour vous aider, pour accompagner les salariés, les employeurs vers cette transition écologique de la mobilité des déplacements quotidiens domicile-travail. Merci. Ça marche. Ça marche. Bonjour à tous, merci d'être là. On va passer du coup à la restitution de ces résultats. Je ne sais pas si vous avez déjà pu parcourir les documents qui, je le rappelle, sont publiés sur la librairie de l'ADEME. Pour le coup, elle est plutôt accessible. Je m'appelle Alice de Rogacera, je suis responsable du pôle mobilité chez Ecodev et je suis accompagnée pour cette présentation des résultats de Marty Brige-Legros, qui fait partie de mon équipe, et Émeric d'Alençon, avocat spécialisé en droit social. Avant de passer aux résultats de cette étude, un petit rappel effectivement qui a déjà été évoqué en introduction. La LOM est venue changer considérablement la façon de traiter la mobilité dans l'entreprise, en intégrant notamment dans la négociation annuelle obligatoire sur le thème de la qualité de vie au travail, un 8e thème qui est celui de la mobilité domicile-travail. Donc quand on parle de mobilité quotidienne, on parle des déplacements domicile-travail des salariés entre leur lieu de résidence principal et leur lieu de travail principal. Cette LOM, elle est venue aussi créer des nouveaux dispositifs de prise en charge de ces faits de transport personnel, notamment, et on en a parlé tout à l'heure, le forfait mobilité durable. Un dernier petit préambule avant les résultats. Comment on a fonctionné en termes de méthodologie pour effectuer cette étude? On a eu vraiment 2 phases dans l'étude. Une première phase très quantitative
qui consistait à aller analyser un peu plus de 1000 accords déposés sur la plateforme Légifrance, et une deuxième phase plus qualitative, dont l'enjeu était de croiser les résultats avec ceux de la première phase, avec la réalisation d'une enquête, également d'entretiens réalisés. Je vais passer rapidement sur le reste. Je vais évoquer quelques éléments qui, j'espère, vont vous aider à interpréter ces résultats. Il y a quelques précautions, effectivement, à prendre. En termes de parti pris, on a décidé de répondre à cette étude en groupement, avec un groupement pluridisciplinaire composé du cabinet Chassani-Watrolio Associés, d'Ecodev et de Gate 17, qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. L'idée, c'était bien d'avoir 3 sensibilités pour une approche complète du sujet. Ecodev, on accompagne les organisations dans les questions de transition. Gate 17 accompagne plutôt les représentants salariés, et Chassani-Watrolio Associés, et Émeric pourra peut-être plus développer tout à l'heure, plutôt la partie représentant employeurs. C'était très important pour nous d'avoir ces 3 regards sur ces accords pour avoir une bonne compréhension du sujet, notamment voilà, quelle est l'intégration, comment la mobilité a été intégrée dans ces accords collectifs. Ce groupement a induit quelques limites aussi en termes de méthodologie, notamment dans la phase 2, sur le volet enquête, enquête qualitative qui est venue voilà, apporter des précisions pour confronter nos résultats à ceux de la phase 1, puisque cette enquête, on l'a communiquée, on l'a diffusée à travers nos réseaux, nos 3 réseaux. Vous vous doutez bien que le réseau d'Ecodev est assez sensibilisé à la question de la transition écologique. Nos clients ont déjà travaillé sur la mobilité, sont plus ou moins matures sur le sujet. Donc tout ça, ça va aussi teinter les résultats, et c'est important de bien l'avoir en tête. Et ainsi, effectivement, les interrogés ne sont pas nécessairement représentatifs au sens statistique du terme des employeurs français. Le deuxième parti pris, en lien avec le démarrage de la mission, les enjeux relatifs à l'article 83 de la LOM, c'est la période de signature des accords qu'on a dû arrêter. Donc il s'agit bien, les 1000 accords qui ont été analysés, de la première génération d'accords mobilité. On a choisi la période du 1er mai, qui correspondait peu ou prou à la sortie du premier confinement, jusqu'au 30 novembre, tout simplement parce qu'en décembre, il fallait qu'on analyse ces accords. Donc c'est vraiment la première génération d'accords, et nous, on le voit avec nos clients au quotidien, ça commence quand même à évoluer. Donc on est vraiment sur voilà, le premier jet, les premières entreprises qui se sont lancées dans ce nouvel exercice d'intégrer la mobilité dans les négociations annuelles obligatoires. Et enfin, en termes de limites également, durant la phase 2, donc je rappelle, dans la phase 2, il y avait une enquête qualitative et des entretiens ciblés, à peu près une vingtaine. On s'est heurté à la très grande difficulté, et je pèse mes mots, de mobiliser les représentants des entreprises, les employeurs. On a eu plutôt beaucoup de retours des syndicats, des représentants des salariés, très peu de retours côté entreprise. Est-ce que c'était de la frilosité sur s'exprimer sur ce sujet? Est-ce que le sujet n'était pas mature? En tout cas, c'était révélateur d'un certain nombre d'éléments. Et je vais m'arrêter ici et laisser la parole à Marty, qui va enfin vous préparer les résultats. Merci Alice. En effet, alors pour passer la slide, c'est le bouton principal, j'imagine. Ok, super. Donc pour vous présenter les résultats et vous plonger dans une série de chiffres que je vais vous présenter et essayer de les rendre les plus parlants possibles, il est important... Bonjour, nous n'avons pas le son. Ok. Ok, on va voir ce qu'on peut faire au niveau logistique pour que vous puissiez récupérer le son. Il faut se mettre là. Ça va être beaucoup plus solennel du coup. Ok. J'espère que... Est-ce que vous m'entendez en distanciel? Ok, bon, let's go. Donc il faut bien avoir en tête pour ces résultats les 2 phases que Alice vient de décrire. Donc, la phase où on a analysé à peu près 1000 accords,
et la phase où on a adressé une enquête auprès des employeurs et où on s'est entretenu avec certains d'entre eux. Et je ne veux pas te faire mentir, Alice, mais ça illustre bien l'aspect où on a eu des difficultés à mobiliser les employeurs. C'est que Alice a mentionné, on avait l'objectif d'en interviewer au moins 20, et en réalité, on a réussi à en interviewer en réalité une 13, pour être exact. Donc on s'était réparti ces interviews selon les sensibilités et les appétences de chacun des membres du groupement. Et je reviendrai après sur ces éléments. Donc en termes de premiers chiffres qui sont issus de la phase 1, hein, ici c'est bien les chiffres issus de l'analyse des 1000 accords déposés, on s'est logiquement, premièrement, attardé sur les principaux sujets qui ont été négociés. Ce qu'on constate, c'est que un peu plus de la moitié des accords qui ont été déposés ont traité du sujet du télétravail. Donc c'est le sujet numéro 1 traité dans le cadre de ces accords sur la QVT. En deuxième lieu, on va retrouver un nouveau dispositif de la LOM, le forfait mobilité durable. À peu près un quart des accords déposés ont traité de ce sujet. En troisième lieu, à hauteur d'un peu moins de 20%, on va retrouver des actions non financières qui visent à développer des usages différents de la voiture. Donc on a évoqué tout à l'heure le covoiturage notamment. Ça peut être aussi d'un sujet de développement de l'aide à l'électrification des parcs des collaborateurs. Et puis, in fine, on a un petit 14% de sujets sur la prime transport. Si on résume les choses, on a constaté qu'il y avait la moitié des accords qui évoquent une prise en charge financière, quelle qu'elle soit. Donc, c'est important quand même de remettre ça en perspective. Donc, 50% qui traitent du télétravail, 50% par ailleurs aussi qui traitent d'une incitation financière. Et puis, un élément intéressant, 10% des accords qui évoquaient la négociation d'une indemnité kilométrique vélo, donc la fameuse IKV, sur laquelle je vais revenir pour vous présenter, à la lumière de ces premiers résultats, les enseignements qu'on a pu tirer. Et il y a déjà 3 enseignements assez majeurs qu'on a pu tirer. C'est que dans le contexte de crise sanitaire qui a été rappelé en introduction, les accords ils se sont largement concentrés sur le sujet du télétravail, notamment aussi parce que le fait de passer par les négociations annuelles obligatoires, les interlocuteurs des négociations étaient mobilisés particulièrement les ressources humaines, et c'était un sujet important pour eux dans la période des accords qu'on a analysés. Hein. Alice a rappelé les dates des accords qu'on a extraits. Et donc ça, c'est un sujet très important. On le verra après. Il n'y a pas forcément eu de... Ce qu'on peut déplorer, en fait, c'est qu'il n'y a pas forcément eu de lien direct exprimé entre la mobilité domicile-travail et le sujet du télétravail. Ça a vraiment été traité en silo. Et le sujet du télétravail qui a été traité par 50% des accords, en fait, ne faisait pas forcément de lien avec l'impact que ça pourrait avoir sur les mobilités. Le deuxième enseignement majeur à ce stade, c'est les incitations financières qui, quelque part, ont pris le dessus sur les incitations non financières. Ce n'est pas étonnant puisque la loi d'orientation sur les mobilités introduisait certains dispositifs sur le sujet d'incitation financière, donc on n'est pas tellement étonné et on est même plutôt, on le verra plus tard, intéressé du fait que dès une phase assez amont, le forfait mobilité durable avait déjà été mobilisé par 25% des accords. Et dernier point, et pas des moindres, et on reviendra dessus dans la partie recommandation, c'est le sujet de la réglementation et des évolutions réglementaires qui ont été relativement mal maîtrisées ou mal connues par les acteurs de la négociation, par les parties prenantes. Notamment le simple fait de devoir intégrer le sujet de la mobilité, des mobilités domicile-travail dans le cadre des NAO. Et je l'ai évoqué juste avant, donc la suppression, en tout cas le remplacement de l'indemnité kilométrique vélo par le forfait mobilité durable, puisque si vous vous souvenez du chiffre, il y avait 10% des accords qui mentionnaient explicitement l'indemnité kilométrique vélo comme une mesure négociée, alors que typiquement, dans la logique de l'évolution réglementaire, on aurait dû parler de forfait mobilité durable ouvert au vélo. Une fois qu'on s'est intéressé au sujet qui avait été négocié, on a fait un zoom sur qu'est-ce qui était envisagé en termes de suivi et de justificatif dans le cadre des accords. Et là, c'est le début d'un constat, c'est que les accords sont très hétérogènes les uns par rapport aux autres. Et donc, je vais essayer de vous décrire le plus simplement possible ces 6 chiffres. Dans un premier temps, un peu moins de 40% des accords qui traitait le sujet des déplacements et des mobilités domicile-travail, évoquait la mise en place d'un dispositif de suivi. Donc c'est
à notre sens, à nos yeux en tout cas, assez déceptif, ou en tout cas, on aurait pu aller plus loin sur le sujet. On a à peine 40% des employeurs qui envisagent un dispositif de suivi. Toujours parmi les accords qui évoquaient le sujet de la mobilité domicile-travail, on n'a que 26% qui prévoient des indicateurs spécifiques pour pouvoir suivre l'évolution des différentes pratiques de mobilité des collaborateurs. Et en plus, parmi ces 26%, la plupart des indicateurs étaient en lien avec le télétravail, d'une part, assez largement en tête, et le FMD d'autre part, le forfait mobilité durable. Sur deux derniers chiffres sur l'aspect suivi et comment on va jauger et évaluer les évolutions liées aux dispositions prises dans le cadre des accords, c'est 17% des accords évoquent la mise en place d'un comité de suivi, donc un groupe qui sera en charge de suivre les évolutions, et un peu plus d'un quart des accords évoquaient aussi la réalisation d'un bilan. Donc, ces chiffres-là, nous, ils sont importants pour nous en tant que bureau d'études et d'acteurs qui accompagnent les employeurs au quotidien, puisque ça prouve qu'à une minorité, in fine, d'accords prévoyaient un suivi ou des indicateurs à suivre dans le temps. Et ça pour nous, c'est une recommandation de pouvoir en disposer pour que les employeurs puissent être alimentés, mais aussi les autres parties prenantes de la négociation, donc les organisations syndicales, puissent être alimentées pour les futures négociations annuelles obligatoires. Enfin, deux derniers chiffres sur l'aspect suivi et justificatif. 37% des accords négociant une prise en charge financière précisaient les justificatifs à demander dans le cadre de ces incitations financières. Et en termes de justificatifs de dépenses, il n'y en avait que 17% des accords qui précisaient le fait de fournir ces justificatifs en plus d'une simple attestation sur l'honneur, par exemple. On continue sur l'aspect hétérogénéité des accords avec cette fois-ci un zoom sur les modalités d'application, et on a pris 3 thématiques qui ressortaient assez fortement dans le cadre des accords, puisqu'il n'y a pas de modèle en fait, d'accord spécifique. Donc on a aussi fonctionné de façon itérative, et donc on a sélectionné trois verticales ici, des modalités de versement financier, parce qu'il y avait des choses qui étaient précisées sur le sujet, une partie sur l'organisation du télétravail et une partie sur ce qu'on a appelé l'organisation de la flexibilité du travail. Et donc si on prend la première verticale, les modalités de versement financier, ce qu'on constate, c'est que, et je prendrai le dernier chiffre, c'est donc quasiment 2/3 des accords précisent un montant de prise en charge lorsqu'ils évoquent un versement financier. Ce qui peut être parfois un peu perturbant. On se demande le tiers complémentaire comment le tiers complémentaire va gérer ça. On a également un peu plus d'un tiers des accords qui mentionnent une prise en charge financière, qui prévoit une périodicité de versement. Donc, typiquement, assez peu d'employeurs, in fine, ont précisé la périodicité de versement de cette incitation financière. Et puis, un quart des accords précisaient le mode de versement. Donc comment cette incitation financière serait versée aux collaborateurs. Je passe à la deuxième verticale sur l'organisation du télétravail. Je vais prendre le premier chiffre, 37% donc des accords qui traitaient du télétravail ont précisé le nombre de jours autorisés en matière de télétravail. Donc c'était l'information principale dans le cadre des accords. Ensuite, on avait à peu près un tiers de ces accords qui précisaient le fait que l'employeur mettrait à disposition des équipements spécifiques aux collaborateurs qui pratiqueraient le télétravail. Et dans une moindre mesure, donc 15% des accords précisaient un montant d'indemnité financière en lien avec le télétravail. Donc une modalité assez faible ici. A priori, les employeurs privilégient plutôt la mise à disposition d'équipements plutôt que des incitations financières au télétravail. Et vous voyez ici, là on ressent bien qu'il n'y a pas de lien avec la mobilité sur ces chiffres-là. La dernière thématique est une thématique qui a été beaucoup moins mobilisée, l'aspect flexibilité du travail, la façon dont on va s'organiser dans son travail du quotidien. 9% des accords ont négocié la flexibilité des horaires, donc c'est quand même intéressant de le noter, c'est pour ça qu'on en a créé une verticale parce que pour nous, c'est un vrai levier en termes d'incitation non financière à encourager des pratiques pour lesquelles la contrainte horaire peut être un frein.
comme le covoiturage ou la prise des transports en commun notamment. Donc voilà, à peine 9% des accords mentionnaient cet élément, et donc en termes de recommandations, on pousserait à ce que ce soit un chiffre qui augmente au fil du temps. Et 5% des accords qui traitaient aussi d'un sujet sur le trajet domicile-travail ont mentionné la flexibilité des lieux de travail, cette fois-ci, donc la possibilité de pouvoir travailler ou télétravailler d'un autre lieu que de son lieu de travail principal. Donc, des mesures, encore une fois, sur l'organisation et la flexibilité du travail assez peu mobilisées. Oui. Ah oui, yes, ça marche. Pas de souci. J'avoue ne pas avoir très bien en tête le moment où on m'a indiqué le fait qu'on ne m'entendait pas, ou le moment où je me suis placé ici sur le pupitre. Mais un élément important, là, les résultats que je viens de vous présenter, c'est vraiment issu des 1000 accords qui ont été négociés. Et au sein de ces 997, pour être exact, accords que l'on a analysés, un peu moins de 80% traitaient du sujet de la mobilité domicile-travail, mais principalement en grande partie, comme on l'a vu ensuite, sur le prisme du télétravail. Plus de la moitié des accords traitaient du télétravail, au moins en partie du télétravail. Il y a peut-être un chiffre que je n'ai pas mentionné d'ailleurs, et c'est bien que je puisse revenir sur cette slide. C'est 75% des structures sont a priori, donc, pour lesquelles on a analysé leurs accords, sont a priori soumises à l'obligation de négocier. Donc, ces deux premiers chiffres nous laissent présager qu'en réalité, les entreprises se sont plutôt saisies du sujet. Et ce chiffre de 75%, on l'a basé uniquement sur l'aspect nombre de collaborateurs, c'est-à-dire 50 collaborateurs. On n'avait pas l'information de savoir s'ils disposaient ou non d'un représentant syndical pour pouvoir négocier. Et donc, on nuance un peu le chiffre de 75% qui sont soumises à l'obligation de négocier, et en lien avec les 79% qui ont traité le sujet de la mobilité domicile-travail, par rapport au fait qu'en réalité, nous, on a pris ce parti de dire que le télétravail était un sujet de la mobilité domicile-travail, alors que dans les accords, ce n'était pas forcément ce qui ressortait de façon très importante. Ce que je vous propose peut-être avant de passer au contenu des accords, je ne sais pas si on avait vraiment prévu un moment d'échange, mais si vous avez besoin peut-être des questions de clarification à ce stade, ça peut peut-être être intéressant avant que je vous balaye un peu les 4 ou 5 enseignements principaux de cette première phase sur les 1000 accords analysés. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère que ça veut dire que j'ai été très clair. Et donc, pour continuer, qu'est-ce qu'on retient en fait de l'analyse de ces accords? C'est des choses que j'ai déjà mentionnées, donc je vais aller assez rapidement, mais c'est important de pouvoir s'y attarder. Donc, l'élément assez clair, c'est une méconnaissance réglementaire, et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment appuyé par la phase 2, donc les entretiens et la phase d'enquête qu'on a menée, qu'on va vous présenter juste après avec Émeric. Simple méconnaissance, j'ai envie de dire, de l'obligation de négocier sur le sujet de la mobilité domicile-travail. Et un autre exemple de cette méconnaissance de l'évolution réglementaire, c'est le non-remplacement de l'IKV par le FMD dans ce qui rendait des accords. Le deuxième enseignement, c'est l'impact de la crise sanitaire, donc l'impact en fait du contexte dans lequel s'est implémenté, j'ai envie de dire, cette disposition de la LOM, avec le fait que le sujet du télétravail a pris le pas sur une majorité d'autres sujets, parce que c'était la priorité du moment, et le fait que ça a été traité relativement en silo, donc pas de lien spécifique entre la pratique du télétravail et l'impact que ça peut avoir sur les déplacements. Troisième enseignement majeur, en plus de la méconnaissance de l'obligation de négocier, il y avait aussi, selon nous, une mauvaise connaissance du contenu de la négociation. C'est-à-dire que, et ça a également été confirmé dans les entretiens qu'on a pu avoir, les employeurs se sont sentis assez démunis sur le sujet parce que c'était nouveau. Tous les autres sujets, ils avaient l'habitude de le négocier. Celui-ci, c'était nouveau. La thématique, c'est négocier le sujet de la mobilité domicile-travail. Et la difficulté, je pense, pour les employeurs, c'était de placer la frontière justement entre qu'est-ce qui est la mobilité domicile-travail et qu'est-ce qui ne l'est pas. Notamment le lien avec le télétravail qu'on a mentionné, qui a été peu abordé, enfin peu mis en lien avec cette mobilité.
Et aussi seulement un quart des accords qui évoquaient le forfait mobilité durable. Donc là, typiquement, en termes de, si on se place plutôt d'un point de vue des organisations syndicales, peut-être que le dispositif à l'époque ne jouissait pas encore d'une notoriété très importante. Et donc, ce n'était pas forcément quelque chose qui était remonté dans les revendications non plus. Parce qu'il faut aussi avoir en tête, et ça c'est quelque chose un enseignement qu'on tire aussi des entretiens, chacun des acteurs et des parties prenantes de la négociation se sont alimentés les uns les autres. C'est-à-dire les employeurs ont mis sur la table quelque part des données sur les mobilités domicile-travail quand ils en disposaient. Et les organisations syndicales, forcément, leurs revendications ont largement influencé les sujets de négociation. Et le quatrième enseignement, sur l'aspect mauvaise connaissance du périmètre, ça nous a conduit à avoir cette fameuse hétérogénéité des accords, avec des accords qui sont du fait plus ou moins ambitieux et plus ou moins détaillés en termes, on l'a vu, de modalités de versement, périodicité, montant de versement, mais aussi en termes de contenu, notamment en lien avec l'organisation du travail, etc. N'hésitez toujours pas si vous avez des questions. Oui. Je vais passer le micro, comme ça tout le monde entendra. Je voulais poser une question sur les 1000 accords que vous avez étudiés. Au niveau de la localisation des entreprises, est-ce qu'elles étaient situées partout en France ou plutôt dans les zones urbaines, rurales, périurbaines, etc. Là, j'avoue que je vais avoir besoin d'Alice pour répondre à cette question, parce que moi, je suis arrivé qu'à la phase numéro 2 dans cette étude. Décidément, on est vraiment navré pour les aspects logistiques et techniques aujourd'hui. La DGITM me souffle, c'est le service public. On n'a pas cette information. Et votre question est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est heurté aussi dans la collecte. Donc, je suis passée rapidement sur la méthodologie, mais entre le moment où on analyse, on appuie sur le bouton pour télécharger 1000 accords et savoir comment est-ce qu'on va aller les sélectionner dans les J-France, il y a un parcours du combattant. Et dans les données qu'on a quand on télécharge les accords, en fait, on a une raison sociale. On a éventuellement un SIRET, mais pas toujours. Et en fait, on a... c'est toute la complexité de cette négociation annuelle sur la mobilité. Pourquoi est-ce qu'on négocie la mobilité ? La mobilité, c'est une question de flux, de origine, destination, domicile, travail. On a des entreprises qui ne négocient pas toujours, et d'ailleurs rarement, à l'échelle de leur site. Donc en fait, c'est des entités juridiques qui négocient sur des sites différents. Et c'est là en fait toute la complexité de l'exercice par rapport à un plan de mobilité employeur où on raisonne vraiment en termes de flux et d'adresse de lieu de travail. En fait, là, on n'a pas cette donnée. Donc on ne sait pas vraiment où sont répartis. En fait, on a la donnée éventuellement de quelle est l'adresse de la raison sociale de l'entité qui a négocié, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a une représentativité ou en tout cas une représentation de l'implantation géographique des lieux de travail. Par contre, je pense qu'il est important donc, la géolocalisation, on ne l'a pas. Par contre, il est important quand même de rappeler que sur les accords, c'était relativement objectif par rapport aux éléments de l'enquête, puisque c'était vraiment tiré de Légifrance. Le biais de c'est notre réseau qu'on a adressé, ici, il n'existe pas par contre. Voilà. Et peut-être pour préciser, n'hésitez pas à télécharger le rapport, justement, toute la méthodologie, comment on a sélectionné ces accords, quels sont les mots-clés qu'on a, parce que vous allez dans les J-France, il y a tout un tas de mots-clés et de combinaisons de mots-clés, donc on en a testé un certain nombre. Lisez le rapport, tout est précisé dans le rapport. Yes. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ok. On va passer du coup à la partie recommandation qui a été largement alimentée par la phase 2. Donc en fait, on n'a pas forcément tiré ici d'enseignements spécifiques de la phase 2. On a tiré beaucoup d'enseignements de la phase 2, mais on ne les a pas forcément représentés sur les slides suivantes. Donc je vais garder la parole en partie pour cette partie. Et puis je passerai la parole à Aymeric pour certains aspects. Donc justement, en termes de... J'évoquais le fait qu'on avait tiré des enseignements, mais qu'on ne les a pas forcément énormément déclinés sur cette partie.
Ici, vous voyez une slide assez chargée, peut-être un peu complexe à appréhender. Je ne vais pas vous la présenter dans le détail, mais simplement pour vous préciser que après la phase 1, on s'est dit en fait il y avait des freins importants à l'ouverture de la négociation, donc c'est le bloc du haut que vous voyez, et des difficultés. Et une fois qu'on avait ouvert la négociation, quand on avait réussi à passer ce frein-là, on avait un ensemble de difficultés durant la négociation, durant les négociations en l'occurrence. Donc les freins à l'ouverture, c'est le manque de compréhension, donc le manque d'information et de compréhension de ce qu'était le sujet des mobilités domicile-travail dans le cadre des NAO, et également la priorisation d'autres sujets, c'est-à-dire se dire, en fait, on aurait bien mis ça à l'ordre du jour, cependant, on a tellement d'autres sujets à travailler qu'on ne va pas forcément l'inscrire cette année, même si c'est une obligation. Et dans les difficultés durant la négociation, là, il y a pas mal d'éléments qui entrent en jeu. L'enveloppe budgétaire à allouer, c'était le sujet numéro 1 en lien avec les incitations financières. Ce qui n'est pas étonnant quand on voit qu'il y avait peu d'indicateurs, parfois des montants non précisés. Forcément, les employeurs, ils ne vont pas forcément s'engager dans des dispositifs pour lesquels ils n'ont aucune visibilité sur l'enveloppe à engager. Il y avait aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est ressorti des entretiens qu'on n'avait pas forcément identifié jusque-là, puisque nous, c'est un sujet qui nous intéresse énormément, mais c'était simplement le manque d'intérêt sur le sujet. Et ça, c'était un peu plus déconcertant pour nous, mais on a réussi à comprendre pourquoi, et je reviendrai dessus un peu plus tard. Sujet aussi sur la collecte des preuves liées aux incitations financières. Donc là, c'est plus un aspect en fait, administratif. C'est comment on va gérer ce nouveau dispositif qu'on va mettre en place, notamment fortement en lien avec le forfait mobilité durable. Et puis les évolutions du cadre juridique. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction aussi. Depuis la LOM, on s'est adapté pas mal au contexte, et notamment le forfait mobilité durable a pris plusieurs formes depuis son apparition. Maintenant, je me vois et c'est un peu perturbant, mais ok. Et donc, voilà, tout simplement balayer ces différents constats qu'on avait faits en lien avec les freins à l'ouverture et les freins durant la négociation, et nos recommandations qui sont plutôt en jaune sur cette slide. Et vous voyez qu'entre ces constats et ces recommandations, il y a quelque chose d'assez systémique qui s'opère. C'est un peu cette toile d'araignée que vous voyez entre les deux, c'est ces liens. Et donc, on n'arrive pas forcément à faire toujours un lien très évident entre le constat qu'on a fait et la recommandation qu'on va faire. Et on considère qu'en fait, nos recommandations, elles sont à prendre avec une approche systémique. Il faut, en fait, selon nous, activer la majorité de ces leviers pour pouvoir avoir un impact et créer un vrai sujet sur la mobilité domicile-travail dans le cadre des négociations. Et un élément important, nos recommandations, on les a catégorisées en quatre types de leviers, assez simples à appréhender, je pense. Le premier, c'est informer. Le deuxième, c'est outiller, et là plutôt outiller les parties prenantes de la négociation. Acculturer, et ça c'est plus en lien avec le manque d'intérêt sur le sujet, parce que nous on est persuadé que si on commence à être acculturé, on a des données sur le sujet, on va s'y intéresser. Et puis mobiliser, c'est-à-dire comment on passe à l'acte de la négociation. Sur la première typologie de levier, informer. On a formalisé 2 recommandations principales. La première paraît assez évidente et simple, mais ça n'avait pas forcément été le cas jusque-là. Il n'y avait pas forcément eu de communication à grande échelle sur le sujet de la négociation quand on a réalisé l'étude. Donc notre première recommandation, c'est de communiquer auprès de l'ensemble des parties prenantes sur l'obligation de négocier sur le sujet, avec l'idée de pouvoir réaliser des campagnes d'information et potentiellement en s'associant, voire en s'appuyant sur les organisations syndicales interprofessionnelles ou de branches. Parce qu'on a constaté dans le cadre des entretiens que ces acteurs, notamment les branches, pouvaient être un levier important de prise en main par les ressources humaines du sujet, via des outils. Et ça nous a alimenté sur le levier outillé. Vraiment, les recommandations sont très, très en lien les unes avec les autres. Et puis utiliser des messages adaptés, ça on l'a ajouté aussi en fonction justement. Si on s'appuie sur les branches, en fait chaque secteur va avoir des enjeux un peu spécifiques et donc avoir des messages adaptés va être important ici parce que, et c'est très en lien avec le fait d'acculturer, se dire qu'en fait on va trouver des arguments qui soient économiques, environnementaux, sociaux sur le sujet de la mobilité qui vont permettre d'accrocher quelque part nos cibles. Donc là, pour la première recommandation, c'était vraiment de simplement communiquer sur le sujet, faire en sorte que ça se diffuse auprès des parties prenantes.
La deuxième recommandation qu'on a formulée, c'est connaître et informer le sujet des mobilités domicile-travail. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'inciter les entreprises à quelque part réaliser un diagnostic, au moins un état des lieux de ce qu'est la mobilité domicile-travail au sein de leur organisation. Parce que ce n'est pas forcément toujours donné d'avoir des informations fiables sur le sujet au sein des organisations. Et ça permet d'alimenter, d'informer, d'éclairer la négociation, puisque dans les revendications des organisations syndicales, on peut avoir des revendications assez peu fondées par rapport au volume de collaborateurs concernés, par exemple. Donc ça permet d'objectiver un peu, un minimum, le sujet. Et de voir aussi d'où on part, tout simplement, en matière de part modale notamment. Et puis de partager ce diagnostic avec toutes les parties prenantes de la négociation. Ça, c'est un vrai sujet, on l'a vu dans le cadre des entretiens, notamment Get17 qui n'est pas là, mais du coup, je me fais un peu leur porte-parole. Ils nous ont fait remonter que beaucoup d'organisations syndicales avaient fait remonter que les employeurs n'avaient pas forcément diffusé l'information qu'ils avaient à leur disposition pour éclairer justement les organisations syndicales sur les sujets à négocier et l'état des lieux, justement. Donc là, c'est un vrai levier, c'est de dire de pouvoir avoir tous la même ligne de départ dans le cadre des négociations. Le deuxième levier, c'est outiller, et c'est Aymeric qui va vous présenter les 3 recommandations sur le sujet. Merci, merci Marty. Peut-être un petit point, ou un petit rappel. La richesse du groupement qui a participé à l'étude, c'est qu'on est chacun expert dans notre matière. Alors moi, en droit du travail côté employeur, il y avait Get17 côté plutôt salarié, représentant du personnel, et puis Ecodev, je dirais la compétence conseil en mobilité. Les recommandations là, que je vais vous présenter sont plutôt les recommandations communes, celles sur lesquelles on est arrivé à un accord, mais vous verrez, je vous invite évidemment à télécharger l'intégralité des recommandations. Il y a certaines qui ont été présentées séparément. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tous le même point de vue sur chacun des sujets. Donc je vous invite à télécharger l'intégralité des recommandations. Donc pour venir sur ce thème outillé, c'est vrai que la compréhension de la réglementation, et alors d'abord de l'obligation de négocier, mais ensuite du FMD, est apparu comme un frein à la négociation. Je pense que ce soit côté employeur ou côté organisation syndicale, c'est la même chose. Donc là, on était vraiment unanime pour dire qu'il y avait un besoin de clarification du régime. Et là, si je vais sur le FMD, clairement, sur les modalités de cumul du FMD sont extrêmement, j'exagère peut-être, mais compliquées. Notamment les cumuls entre le FMD et la prise en charge obligatoire des frais de transport et puis la prime transport, c'est un élément de complexité qui est un frein à la négociation côté RH, mais évidemment côté syndicat. Donc il y a une recommandation qui est faite de mettre fin à l'appréciation cumulative des plafonds d'exonération. Donc il y a un besoin de clarification. Et puis aussi un besoin de visibilité sur l'évolution de la réglementation. C'est vrai que si je reprends cette question des plafonds d'exonération, qui est quand même un élément important des mesures financières, les plafonds ont varié presque une dizaine de fois depuis la mise en place du forfait mobilité. On est actuellement sous un régime transitoire, qui est la loi de finances rectificative 2022, et qui va prendre fin à la fin de l'année. Ça veut dire que les entreprises ne savent pas si on va retourner sur les montants d'exonération, on va dire régime de croisière, ou si ces plafonds temporaires qui ont été pris par la loi de finances rectificative 2022 vont être maintenus. Donc, si vous voulez, ce facteur d'instabilité ou en tout cas de manque de visibilité, clairement, est un frein pour la négociation, puisque un RH ou un directeur de relations sociales ne sait pas en 2024 quels vont être les montants exonérés, et donc il serait en peine de répondre à une revendication de ce point de vue des organisations syndicales. Donc c'était une deuxième recommandation
de visibilité sur ce cadre réglementaire. Ensuite, deuxième recommandation, c'est de pouvoir capitaliser sur les retours d'expérience. Et le groupement recommande la mise en place d'un portail d'information officiel sur le sujet de la négociation des mobilités, avec mise en valeur ou en exergue d'expériences réussies, évidemment, de négociations sur le sujet, et notamment de négociations territoriales. C'est vrai qu'on y reviendra après. C'est peut-être l'une des difficultés du sujet de la mobilité, c'est qu'il a un intérêt au niveau local, et mobiliser les acteurs locaux, et notamment les AOM, on y viendra, avec les organisations syndicales locales ou les organisations patronales locales, c'est clairement un levier, même si c'est sûrement une difficulté. Donc voilà, pouvoir mettre en valeur dans un portail d'information ces expériences locales réussies qui pourraient inspirer les représentants évidemment syndicaux ou des salariés, mais également les directions d'entreprise. Et puis, toujours un peu dans le même je dirais, levier de communication auprès des parties prenantes. Ça a été fait sur le télétravail, mais mettre à disposition des négociateurs une infographie sur la négociation idéale. Marty en a parlé, une négociation idéale, elle passe sûrement par un diagnostic de la mobilité dans l'entreprise, fléché sur des sujets qui ne sont pas forcément que les incitations financières. Ça, c'est vrai que c'est aussi une limite qu'on a constatée, c'est que la réglementation, enfin le code du travail pousse plutôt à aller sur le financier, mais donc vous ne trouverez pas dans le code du travail des exemples d'actions réussies. Donc mettre en valeur ces clauses possibles, c'est un gros levier d'amélioration. Donc le groupement proposait de mettre à disposition une trame d'accord collectif type. C'est vrai que ça s'est fait, l'ANACT a fait sur le télétravail un kit d'aide à la négociation sur le télétravail. On pourrait très bien imaginer de faire la même chose sur la négociation mobilité, avec donc une trame d'accord type et puis une liste de mesures, ce que je vous disais, une liste de mesures non financières pour essayer de mettre en valeur. Le FMD, c'est évidemment très bien, mais d'agir sur des leviers non financiers. Voilà pour ces recommandations sur l'outillage des différentes parties. Je repasse la parole à Marty. Yes, merci. Donc la troisième thématique, c'était acculturer. Et donc là, on a deux actions principalement fléchées par notre groupement, qui a fait consensus entre nous. L'idée de former les parties prenantes. Former, c'est un terme assez fort, mais c'est bien ça l'idée. Donc de la négociation aux enjeux de la mobilité durable. Et donc de pouvoir en fait créer un trait d'union avec la QVT dans lequel s'inscrit le sujet mobilité domicile-travail, donc il y a quand même une logique ici. Il y a plusieurs constats qui nous ont amenés à formaliser cette recommandation. Le premier, c'est le fait du manque d'intérêt que j'ai évoqué tout à l'heure, qui amène à souvent prioriser d'autres sujets. Mais qui peut en soi être alimenté par ces autres sujets. Parce que si vous vous souvenez du petit schéma au départ où on mentionnait en fait les trois grandes catégories de sujets à négocier dans le cadre des NAO, il y avait donc la QVT, il y avait les rémunérations et il y avait l'emploi. Et en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que l'idée ici, dans l'idée de former les parties prenantes, c'est de les acculturer et de leur montrer qu'en fait, les mesures qu'ils vont pouvoir prendre dans le cadre des négociations sur le sujet de la mobilité
va participer en fait à l'attractivité employeur et donc va quelque part participer à la partie emploi et va aussi participer au package de la rémunération en fait, puisque les incitations financières qui sont largement plébiscitées, on l'a vu, 50%, eh bien, ça participe aussi du package salarial in fine. Donc en fait, il y a des liens quand même assez forts avec les autres thématiques des NAO. Et forcément, jusque-là, sur la partie justement rémunération, par exemple, une augmentation des salaires est forcément privilégiée à la mise en place d'un forfait mobilité durable, par exemple. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des arguments, de sensibiliser les entreprises et les instances représentatives du personnel sur l'aspect justement transversal de la mobilité que je viens d'essayer d'illustrer. L'idée aussi, c'est de favoriser l'accès à des formations pour les partenaires sociaux, avec le constat que, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est des nouveaux interlocuteurs qu'on a sur le sujet de la mobilité avec les ressources humaines qui ne sont pas forcément très appétentes ou très compétentes sur le sujet des mobilités, donc on ne leur en veut pas, mais du fait, forcément, il faut aller les chercher sur le sujet, quoi. Et elles ont aussi pas mal d'autres sujets à traiter, notamment sur la période qui nous concernait, le télétravail a pris pas mal de place. Donc voilà, faire le lien avec les sujets sociaux, environnementaux, climatiques, en lien avec la mobilité, ce qui permettra de potentiellement éveiller l'intérêt sur le sujet et de faire en sorte de le prioriser en fait plus facilement dans le cadre des NAO. Le deuxième sujet, c'était l'idée de mettre en exergue le lien entre démobilité et la mobilité tout court aussi, et l'empreinte carbone de l'entreprise, avec le constat que typiquement le sujet de la responsabilité sociale des entreprises, le sujet par exemple des bilans carbone est un sujet assez montant au niveau des organisations, porté par les responsables RSE généralement, et donc de se dire que cet engagement peut aussi se traduire par des mesures dans le cadre des NAO. Donc pareil, encore une fois, faire du lien entre les différentes démarches de l'employeur. Donc là, il pourrait y avoir un sujet qui pourrait être intéressant de définir une méthodologie d'estimation de l'impact carbone, notamment du télétravail, quand il est mis en place, puisqu'on l'a vu que c'était un sujet majoritaire dans le cadre des NAO. Et d'autres dispositifs de nouvelle organisation. On l'a vu, les autres dispositifs étaient peu mobilisés, mais comment, par exemple, le fait de pouvoir travailler sur un site distant de son lieu de travail habituel peut en fait changer les pratiques, peut-être le mode de déplacement qu'on utilise, le nombre de kilomètres réalisés, etc. Voilà, et donc former les parties prenantes côté employeur sur le sujet, ça c'est vraiment le sujet de former aussi bien les ressources humaines, mais aussi pourquoi pas les organisations syndicales. On a, dans nos fiches, vous le verrez, on a parlé de la fresque de la mobilité, par exemple, un élément de sensibilisation assez global, mais qui permet de, encore une fois, avoir une ligne de départ intéressante pour l'ensemble des négociants. Je vais laisser la place à Aymeric pour la dernière partie, mobiliser. Oui, alors merci Marty. Le sujet, enfin l'un des sujets toujours sur le cadre légal, c'était la question de renforcer son caractère incitatif. Alors là, le groupement n'est pas arrivé à un accord sur les recommandations, puisque alors je vais me donner le mauvais rôle côté employeur. Je dirais que la préconisation était de ne pas mettre en place un côté sanction à l'obligation de négocier, partant du principe qu'il fallait plutôt, favoriser ou récompenser les bonnes initiatives, alors éventuellement via un bonus d'exonération pour les entreprises qui arrivent à un accord, mais Gate 17 et Ecodev envisageaient, eux, et vous le retrouvez dans les recommandations, une sanction, soit une sanction financière, soit un FMD obligatoire en l'absence de respect de l'obligation négociée. Voilà, donc sur ce point-là, vous verrez les trois propositions qui sont différentes. Ensuite, mais on l'a évidemment déjà abordé, c'est la question de faire se parler entre eux des acteurs qui ne sont pas habitués à parler entre eux, parce que clairement, alors moi pour un spécialiste de droit du travail, mes clients RH, c'est la première fois qu'on les
oblige, alors c'est par la loi, mais à parler mobilité quotidienne avec les représentants des syndicats. Et puis les syndicats aussi, c'est la première fois qu'on leur met ce sujet sur le tapis. Donc on a des acteurs qui ne sont pas habitués forcément à parler ensemble. Et donc l'un des angles morts qu'avait mentionné notamment Marty, c'est qu'il y a des acteurs, je dirais, plus classiques de la négociation collective, comme les branches, qui n'ont pas été vraiment mobilisés ou sollicités par le gouvernement ou les acteurs gouvernementaux comme relais possible de cette négociation sur la mobilité. Donc pour nous, c'était un levier parce qu'ils sont habitués, hein, les branches et même les organisations syndicales, hein, les fédérations, ils sont évidemment habitués et rompus à la négociation collective. Et puis un autre élément qui est un élément à la fois sûrement de succès, mais parfois de complexité dans la réussite de la négociation sur ce sujet, c'est la mobilisation des AOM, puisque elles sont les autorités expertes normalement de la mobilité, donc elles pourraient avoir un apport majeur dans l'aide des entreprises à négocier compte tenu de l'organisation des transports sur leur territoire. Et donc, il y a vraiment un gros levier pour que ces acteurs interviennent notamment les AOM, interviennent auprès des entreprises pour les pousser à la négociation éventuellement. Mais voilà, faire travailler ensemble ces acteurs de la mobilité et de la négociation collective, c'est évidemment sûrement un enjeu assez important. Et puis je termine sur une mesure qui a un petit détail, mais c'est pour renvoyer un peu sur les difficultés de l'étude. Et en lien avec votre question, aujourd'hui sur Légifrance, vous ne pouvez pas sélectionner des accords d'entreprise conclus dans le cadre de l'obligation de négocier. Il n'y a pas de petite case, il y a une case sur plein de sujets, mais il n'y a pas cette case-là. Alors c'est une des recommandations, et la DGT nous a indiqué que c'était en cours de développement, et donc c'est aussi un signe que le sujet met un peu de temps à faire sa place au sein du cadre de la négociation collective. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Marty. Yes. Peut-être avant de passer aux avancées perspectives, je ne sais pas s'il y a un timekeeper. Et nous, on n'a pas fait de gestes brusques, donc je considère qu'on est plutôt bon. Et du coup, là, on a balayé toutes nos recos. Si vous avez peut-être des questions de clarification ou même de précision, n'hésitez pas. Moi, c'est la première fois qu'on arrive à réunir plus de 30 personnes, enfin même plus de 3 personnes sur ce sujet pour en discuter, donc profitez-en, et ce sera sûrement la seule occasion que vous aurez de l'année pour le faire. C'est pas un sujet facile à aborder au repas de famille. Ok, j'espère que ça a été très clair, et de toute façon c'est très détaillé comme on l'a indiqué dans nos fiches de reco qui sont, je l'espère, assez succinctes pour être saisissables. Je pense qu'on va laisser la parole à Séverine. Yes. Et Pierre-Yves, pardon. On va vous faire un relais de micro. Je ne sais pas si ça marche. Oui, j'ai juste remis dans le chat le lien vers Ecodev et le lien vers la librairie ADEME où vous trouverez l'infographie et le bilan et toute l'étude. Après, les gens qui sont ici, de toute façon, on va renvoyer le lien vers la session enregistrée et puis vous pourrez récupérer les résultats à nouveau. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Pierre-Yves Appert, je suis l'adjoint sous-direction multimodalité innovation numérique territoire à la DGITM.
Dans lequel se trouve le pôle territoire de Julie, où Julie travaille. Alors, moi, je voulais vous parler d'un sujet un peu plus interne à l'État, sont les derniers arbitrages qui ont été rendus dans le cadre de la planification écologique. Peut-être un petit mot d'ailleurs à ce sujet. Anne-Fleury en a parlé ce matin. Vous connaissez peut-être pas très bien ce secrétariat général à la planification écologique qui a été créé il y a à peine un an. C'est normal parce qu'en fait, il travaille surtout en interne à l'État à coordonner les ministères. Et ce n'est pas une mince affaire. Le travail interministériel au sein de l'État n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Quand on connaît le poids de certains ministères comme Bercy, vous imaginez que ce n'est pas absolument simple. Et donc, on a beaucoup travaillé avec le SGPE là, depuis un an pour essayer d'améliorer notamment ce qu'on va évoquer là, c'est-à-dire les aides des employeurs à la mobilité de leurs salariés. Et puis, bon, finalement, on a fini par avoir des arbitrages très récemment, dont je vais vous parler, qui vont nous permettre, j'espère, d'avancer sur ce sujet. Puisqu'on a aujourd'hui, vous sur la diapo, on constate qu'on a beaucoup de dispositifs. Ça a été évoqué assez abondamment ce matin. Les dispositifs sont compliqués, ils changent tout le temps. Les règles de cumul sont complexes. Alors, j'y reviens rapidement. Hein. Sur les trajets domicile-travail, on a une mesure obligatoire qui est le remboursement de l'abonnement de transport en commun à au moins 50% du prix. Et puis le reste est facultatif. Comme vous savez, ça a été dit, il y a la prime transport, le forfait mobilité durable. J'y ajoute les indemnités kilométriques. Vous n'avez pas parlé, mais c'est quand même une pratique aussi assez courante dans les entreprises, validée par les URSSAF, qui sont exonérées de charges sociales. Pour le trajet domicile-travail, hein, je parle bien de trajet domicile-travail. Côté trajet professionnel, on ne va pas en parler trop, puisque ça c'est quand même assez... le remboursement est assez systématique et c'est normal. Mais si j'en parle, c'est parce que le véhicule de fonction, lui, va taper sur tous les types de trajets professionnels, domicile-travail, et y compris les trajets purement privés. Donc finalement, on a aussi des aides indirectes à des trajets purement privés. Alors tout ça, voilà, ça fait beaucoup. Alors, hop là. Bon, comme on l'a dit, c'est complexe. Ça fait quand même 4 dispositifs pour le domicile-travail, avec des règles de plafond qui évoluent, mais des plafonds de cumul aussi qui évoluent. Et puis finalement, malgré tout, un manque de souplesse, parce qu'on est quand même sur des dispositifs en silo. Par exemple, ceux qui ont pris goût au vélo avec la pandémie, peut-être qu'ils ont envie quand même d'aller prendre les transports en commun quand il pleut. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de dispositif qui permet de couvrir ce type de cas, puisque soit vous avez votre abonnement de transport en commun, soit vous prenez le vélo, mais il faut faire un certain nombre de jours pour avoir le forfait mobilité durable, même si ça s'est un peu assoupli. Et donc, en fin de compte, vous tombez dans une case vide et vous n'avez rien. Et puis finalement, voilà, on a quand même aussi des aides peu vertueuses, comme l'indemnité kilométrique, qui est quand même l'aide financière la plus importante qu'un employeur peut donner à ses employés. Côté voiture de fonction, alors, on en a un petit peu moins que dans d'autres pays comme la Belgique, par exemple, mais c'est quand même une forte incitation pour ceux qui en ont à utiliser ce mode, même quand il existe des alternatives plus durables. Et puis finalement, souvent, le véhicule est surdimensionné, en tout cas par rapport aux besoins professionnels, parce que le but, c'est que ça serve aussi pour les besoins personnels, partir en vacances avec sa famille, etc. Et du coup, ça veut dire qu'au quotidien, on va utiliser une grosse voiture, souvent trop puissante et consommatrice par rapport à ce dont on aurait vraiment besoin pour les besoins strictement professionnels. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mécanisme de ces véhicules de fonction. Donc, en fait, l'usage personnel est fiscalisé, c'est-à-dire qu'il est soumis aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu pour le salarié, mais avec un barème qui sous-évalue en fait l'usage personnel. C'est le constat qui est fait de manière générale. Alors bien sûr, ça dépend des cas. Un commercial ou un technicien, voilà, qui a vraiment besoin de son véhicule au quotidien pour son travail, ce ne sera pas forcément le cas, mais pour les véhicules qu'on appelle nous statutaires, même s'il n'y a pas de définition, c'est-à-dire en fait des véhicules associés à un statut de directeur, d'agence, d'usine, etc. Si par exemple il travaille au siège parisien d'une entreprise, il va venir en transport en commun et son véhicule de fonction ne va lui servir que pour partir en vacances. Or actuellement, donc l'avantage en nature, il est calculé par l'administration fiscale sur la base de ratios qui sont en fait, alors si on y reviendra un peu tout à l'heure, mais voilà,
qui sont notoirement sous-évalués. Et donc, du coup, finalement, c'est une incitation fiscale de fait. Alors, il y a des employeurs qui proposent déjà ce qu'on appelle un budget mobilité durable. En tout cas, c'est le terme qui est employé en Belgique. En France, vous avez peut-être entendu Crédit Mobilité aussi, mais il y a une entreprise qui a déjà déposé un site, enfin créé un site sur ce nom, donc on évite de l'employer. L'idée, c'est de remplacer, pour le salarié qui veut bien se passer de son véhicule de fonction, le véhicule par une incitation financière qui lui permet de voyager avec des modes de transport plus durables. Mais aujourd'hui, compte tenu de la distorsion fiscale, en fait, il n'a pas intérêt. C'est pénalisant financièrement pour l'entreprise et ou le salarié. Alors, les arbitrages qu'on a enfin pu obtenir donc, du cabinet de la Première ministre, dont dépend le SGPE, et nous tous, dans le cadre des travaux sur la planification écologique, sont les suivants, donc, dans deux axes. Donc, le premier axe, c'est sur les aides à la mobilité propre pour les déplacements domicile-travail. Et donc là, l'idée, c'est de les simplifier et de les rendre plus attractives. Alors comment? Je détaillerai un petit peu après, mais c'est ce qu'on appelle, nous, le forfait mobilité durable global, dans sa version facultative. Alors l'idée, c'est de fusionner toutes les aides vertes, mais vous allez voir, évidemment, ce n'est pas absolument simple. Donc ça mériterait un petit développement. Le deuxième axe, c'est le véhicule de fonction. Donc comment revoir cette incitation à l'usage de la voiture que constitue ce véhicule de fonction avec deux sous-mesures. La première, ce serait l'obligation pour tout employeur qui propose des véhicules de fonction à ses salariés de leur proposer une alternative en salaire. Par exemple, si vous avez, il y en a maintenant des cadres, des jeunes cadres qui arrivent sur ce type de poste et puis qui disent ben non, moi j'ai pas envie d'un véhicule de fonction, d'ailleurs j'ai pas de quoi le garer en ville, ça m'embête plus qu'autre chose. Par contre, ça m'embête de perdre l'avantage quand même que ça représente. Donc là, ce serait donc c'est un peu l'idée du budget mobilité, comme on l'a vu, mais cette fois-ci avec une alternative en salaire qui soit vraiment strictement équivalente pour le salarié, pour l'entreprise et pour l'État. Et l'autre volet, c'est d'augmenter progressivement le pourcentage forfaitaire de ce qu'on appelle l'avantage en nature, l'AEN, pour que ça reflète mieux la réalité des usages, notamment de l'usage personnel, avec une première étape dès 2024. Bon, on ne touche pas évidemment à l'aspect trajet professionnel, hein, puisque là, c'est du remboursement intégral, c'est logique. Alors, je détaille un petit peu d'abord le premier volet, le FMDG, forfait mobilité durable global. Alors, j'ai rappelé en haut là, les 5 dispositifs qui existent, puisqu'en fait, on a dit 4 tout à l'heure, mais la prime transport elle-même peut se décomposer en 2 volets, la prise en charge des frais de carburant et la prise en charge des frais de recharge de véhicules électriques. On peut considérer que la seconde est une aide plutôt verte, là où la première est plutôt brune. Vous avez le détail, je crois, après. On considère comme brune les aides qui ne sont pas vraiment durables, enfin pas des aides à la mobilité durable, puisqu'ils vont aider à une mobilité carbonée, hein, la prise en charge des frais de carburant, les indemnités kilométriques dans le cas général. Donc ces aides-là, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'arbitrage, mais l'idée, c'est bien de les réduire, voire de les supprimer à terme. Et on va s'intéresser par contre à l'enveloppe verte, c'est-à-dire toutes les aides de gauche, forfait mobilité durable, remboursement partiel de l'abonnement de transport en commun ou de service public de location de vélo, et puis la prise en charge des frais de recharge des véhicules électriques. Sur ce point, c'est une demande de nos collègues de Bercy. Bon, nous, on considérait que la recharge de véhicules électriques, oui, bien sûr, on peut dire que c'est de la mobilité propre d'un certain point de vue. On considère quand même que ce n'est pas tout à fait du même niveau que de venir en vélo, en termes de sécurité routière, d'occupation de l'espace, de congestion, d'occupation de l'espace en ville. Voilà. La voiture a quand même un certain nombre d'inconvénients qui font qu'on aurait pu la traiter différemment. Mais bon, si on raisonne vraiment carbone, c'était effectivement logique et légitime de l'intégrer. Donc elle est intégrée dans le principe de ce forfait mobilité durable global. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment pour les employeurs volontaires. Et on va détailler un petit peu ça après, puisqu'en fait, la grosse difficulté qu'on a pour faire converger ces aides, c'est qu'il y en a qui sont facultatives et d'autres obligatoires. Comme vous savez, la seule obligation pour l'employeur, c'est le remboursement d'au moins 50% de l'abonnement de transport collectif. Tout le reste, c'est facultatif. Or, la condition de l'exercice, fixée notamment par le cabinet du Premier ministre et l'Élysée, il faut bien le dire, c'est de ne pas augmenter les contraintes sur les entreprises. Donc, pas augmenter les contraintes, c'est-à-dire pas créer de nouvelles obligations. En même temps, on ne va pas non plus supprimer l'obligation du remboursement de l'abonnement TC. Donc, en fait, c'est très compliqué dans ces conditions de faire converger toutes ces aides. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé et qui est donc
la piste qui va être creusée maintenant, c'est un dispositif facultatif. Donc, alors, certains nous disent, vous complexifiez encore. Oui, c'est vrai, on rajoute une couche. Mais du point de vue de l'employeur, ce n'est pas plus compliqué, puisqu'en fait, c'est une nouvelle option qui lui est proposée pour remplacer 3 des dispositifs qui existaient. Donc, en fait, l'employeur qui choisit ce dispositif va en fait instaurer un forfait mobilité durable premium, en quelque sorte, d'un montant minimum de 550 € par an. Alors ça, on verra, hein, le montant peut encore être ajusté. Vous verrez un petit peu comment il a été calculé. Et à ce moment-là, à partir du moment où il a fixé un FMD de ce montant ou supérieur, on considère qu'il est exonéré de l'obligation de rembourser l'abonnement de transport en commun à hauteur de 50%. Mais évidemment, tous les salariés qui ont un abonnement de ce type bénéficieront à leur tour du forfait mobilité durable global. Voilà, donc du coup, ça va couvrir tous les modes, tous les modes qui étaient éligibles au FMD et le transport en commun. Alors, comme l'a dit Julie, il y a le sujet de la marche. Alors nous, personnellement, je suis plutôt favorable à ce qu'on l'intègre à terme, mais voilà, faut être conscient que l'impact peut être assez considérable pour les employeurs comme pour l'État, d'ailleurs, s'ils choisissaient ce dispositif, puisqu'effectivement, il y a quand même pas mal de gens qui viennent au boulot à pied. Il y en a que ça peut heurter parce que finalement, la marche, il n'y a pas de dépenses directes, enfin, à part vos chaussures, un petit peu. Par contre, il y a des vraies dépenses indirectes. Si vous faites le choix d'habiter près de votre travail, vous allez souvent payer plus cher votre logement, si notamment votre travail est en ville. Donc, ce n'est pas illégitime hein, dans le principe. Mais d'une part, voilà, sur le plan du raisonnement, ça soulève un certain nombre de questions. Et surtout, voilà, l'impact d'intégrer la marche dans le forfait mobilité durable est tellement énorme au niveau financier qu'on a admis que ce n'était peut-être pas judicieux de tout faire en même temps. Donc on n'abandonne pas l'idée, mais dans cette réforme-là, on n'a pas intégré cette extension-là. Ce sera pour une prochaine fois, je l'espère. Mais sinon, voilà, donc ce forfait mobilité durable global va couvrir tous les modes propres. Donc là, de façon un peu standardisée, hein, contrairement au FMD classique où l'entreprise choisit, j'ai eu un accident de vélo, je ne prends pas le vélo, etc. Non, là, on dit, voilà, si vous choisissez ce mode, c'est global, donc vous intégrez tous les modes prévus dans le FMD et en plus l'abonnement de transport en commun ou de service public de location de vélo. Comme ça, l'usager a vraiment à sa disposition, enfin le salarié, tous les modes possibles. Et là, notre salarié qui un jour vient en vélo, un jour en transport en commun, il n'a plus de questions à se poser, il bénéficie du forfait mobilité durable global. Voilà, même s'il passe un peu plus de jours cette année-là dans les transports ou dans le vélo, ça ne change rien, il y a droit. Alors, il faut bien sûr un plafond défiscalisable. On l'a fixé à 800 € par an. Enfin, là, c'est une estimation, là aussi. 800 €, ça doit être, sous le contrôle des spécialistes, le plafond de cumul actuel du FMD et du remboursement de l'abonnement de transport en commun. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Enfin, bon, tout ça peut encore se discuter, mais ça donne une idée. Alors, pourquoi on a fixé le minimum à 550 €? Parce que vous comprenez bien que les salariés qui actuellement bénéficient du remboursement de l'abonnement de transport en commun à 50%, il ne faut pas qu'ils y perdent hein, dans ce dispositif, puisqu'il y avait une obligation. Elle saute avec ce dispositif, puisque le FMDG remplace l'obligation, mais il ne faut pas que le salarié y perde. Donc, avec 550 € par an, on a calculé que normalement, ça couvre à peu près, voilà, c'est au moins 50% du prix des abonnements les plus chers en France. Alors, petite nuance, éventuellement, s'il y a des entreprises qui veulent bien payer des abonnements TGV à 3 000 € à leurs salariés pour leur domicile de travail, bon, voilà, évidemment, ça ne va pas couvrir. Alors, peut-être qu'on prévoira une exception dans ce cas-là qui permette de maintenir cet avantage, mais voilà, c'est l'exception plus que la règle. Voilà, donc, pour l'entreprise qui fait ce choix, c'est une simplification. Évidemment, globalement, on rajoute encore une couche, mais vous voyez que dans la logique de l'entreprise, soit elle reste dans la logique actuelle et elle se coltine la double comptabilité, j'ai mes salariés qui ont leur abonnement de transport en commun, je collecte les justificatifs, etc. Et puis j'ai ceux qui viennent en vélo, je traite avec le forfait multidurable. C'est quand même assez lourd, bon, mais c'est leur choix. Soit elles basculent sur le forfait multidurable global, c'est-à-dire qu'elles acceptent de mettre 550 € par an par salarié pour tous leurs salariés qui viennent par l'un de ces modes. Et c'est beaucoup plus simple, elle n'a plus qu'une seule aide à gérer. Voilà. Et j'ai oublié, donc il y a aussi la recharge de véhicules électriques qui serait dans ce cadre-là également. Voilà pour ce premier dispositif. Oui? Il me reste 2 minutes? Il faut conclure? Ouais, ok. Ça devrait aller. Puisque sur le véhicule de fonction,
Donc, le premier volet, c'est l'obligation d'offrir une alternative en salaire. Et bon, ça ne pose pas de difficulté particulière, puisque vous l'avez compris, l'avantage en nature, c'est déjà fiscalisé. Donc là, simplement, on calerait l'avantage en salaire sur ce qui est déjà fiscalisé. Mais nous, on va un peu plus loin. On dit, finalement, aujourd'hui, pour les véhicules de fonction électrique, il y a un abattement fiscal, en fait, sur l'avantage en nature. C'est-à-dire que même pour votre usage personnel, ce qui est considéré comme usage personnel, on vous autorise à ne déclarer que la moitié, en gros, à partir du moment où vous avez un véhicule électrique. Et nous, on dit, dans la même logique, si on est dans la mobilité durable, puisqu'on a dit que le véhicule de fonction électrique, c'était durable, mais les transports en commun, le vélo, le covoiturage aussi, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'appliquer un raisonnement différent. Donc on dit, l'alternative, si elle est fléchée vers les mobilités durables, elle devrait bénéficier du même abattement. Alors comment plutôt on peut garantir que ce soit fléché vers les mobilités durables? Là, on recourt à un dispositif qui existe, qui est le titre mobilité. En tout cas, techniquement, aujourd'hui, on sait faire des cartes qui permettent de ne payer que des solutions de mobilité durable et pas de l'essence, par exemple. Voilà. Mais tout ça, ce sera à discuter puisque ce n'est pas explicitement dans l'arbitrage qui vient d'être rendu. Donc on a tout un travail à faire avec nos collègues de la Direction générale du travail, de la Direction de la législation fiscale et de la Direction de la sécurité sociale pour mettre au point tous ces dispositifs. Le deuxième volet, c'est revoir l'incitation sous l'angle du pourcentage forfaitaire d'AEN, donc avantage en nature. Donc là, je vous remets la règle actuelle. En fait, bon, la plupart des véhicules de fonction en France actuellement, c'est sous forme de location longue durée. Et en fait, on regarde par rapport au loyer, quelle part on va déclarer en charges sociales et impôts. Et c'est seulement 30% aujourd'hui qui est fiscalisé, ou 40% si jamais le carburant est inclus dans le loyer. Or, évidemment, pour un dirigeant de société qui ne vient pas au travail avec, vous comprenez que l'usage sera beaucoup plus important. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est comment on fait une moyenne alors qu'il y a des usages très différents. Eh bien, c'est la difficulté à laquelle on va être confronté dans la discussion avec nos collègues des autres ministères pour fixer un ratio plus réaliste et néanmoins qui ne pénalise pas certaines catégories de salariés. On avait proposé d'ailleurs de différencier, nous, les véhicules statutaires des autres véhicules, mais c'est compliqué aussi, donc pour l'instant, c'est pas l'option retenue. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, on peut en prendre une ou deux. Sinon, on va passer la parole à l'ADEME. Ouais, c'est bon, je crois. Marché ? Ouais. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Il y a plusieurs éléments qui, je trouve, vont à l'encontre de certaines études, et notamment le baromètre forfait mobilité durable. Dans le baromètre, on voit que le montant moyen du forfait acté est plutôt autour de 400 €. Là, dans votre forfait mobilité durable global, c'est ça le nom ? Pas simple. Hein. On passe à 500 €, donc on voit il risque d'y avoir assez peu d'adhésion finalement. Ok, on simplifie le dispositif, mais en termes de montant, on le voit dans toutes les études, l'enveloppe à allouer, c'est le frein numéro 1 pour aller sur les sujets de mobilité. J'ai du mal à croire que en augmentant, pour le coup, je salue l'initiative de mettre un montant minimum aussi. Mais là, il se trouve qu'il est quand même assez supérieur au montant moyen observé. Ça me pose un peu des questions. La deuxième remarque que j'ai, c'est, du coup, si je comprends bien, on va avoir pendant une durée d'ailleurs indéterminée la coexistence soit des 3 dispositifs actuels, soit du prochain dispositif. En termes de simplification, ça semble aussi assez compliqué. En fait, vous avez vu à travers l'enquête, les résultats, on a du mal. La complexité des dispositifs, elle est quand même assez importante. Et le message à faire passer pour aller embarquer les employeurs, c'est quand même un peu compliqué. J'ai pas l'impression qu'on arrive à de la simplification. Alors, je vois bien la volonté, mais ça me semble très compliqué sur le terrain de faire passer ces messages-là. Évidemment, la marche, alors là, je regarde Julie parce que c'est un combat commun, mais la marche est encore une fois la grande absente. Il me semble que la réponse n'est pas vraiment à la hauteur de l'enjeu. On a quand même en France 70% des déplacements domicile-travail qui sont faits en voiture. Et on continue à complexifier et à écarter ceux qui viennent à pied. Les dispositifs pour la mobilité durable sont hyper complexes. Et ça me paraît assez en décalage avec l'enjeu à adresser.
Merci pour ces réactions. Alors, je suis un peu surpris parce que vous dites d'un côté que le montant de 550 euros serait trop élevé, et en même temps, je crois savoir que la proposition que vous faites, avec laquelle vous n'êtes pas d'accord avec votre collègue, c'est de rendre obligatoire le FMD, donc de faire peser une contrainte plus forte financière sur toute l'entreprise. Vous dites aussi qu'il faudrait intégrer la marge, mais la marge, ça augmenterait énormément le coût pour les entreprises. Donc, voilà, il y a une petite contradiction dans vos propos, je trouve. Moi, j'ai dit que j'étais favorable, mais voilà, il faut faire ça dans l'ordre. J'espère vous avoir expliqué pourquoi on ne peut pas tout simplifier aujourd'hui, parce que c'est tout simplement impossible quand vous avez des aides obligatoires et des aides facultatives. Notre pari, et vous avez raison de poser la question du futur, qu'est-ce qu'on imagine à terme ? Notre pari, c'est que le FMDG va s'imposer. Nous, ce qu'on espère, c'est ça. C'est que petit à petit, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent, qui montrent que c'est possible, que ça ne coûte pas beaucoup plus cher, voire peut-être que ça coûte moins cher dans certains cas, et que finalement, c'est tellement plus simple, tellement mieux qu'il faut les généraliser. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera à obtenir l'arbitrage politique de le rendre obligatoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, c'est ça, effectivement, l'idée. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut prendre le risque de rajouter une couche en espérant qu'elle va supprimer les autres à terme. Alors j'en profite peut-être pour donner une dernière information avant de passer la parole à l'ADEME, c'est qu'en parallèle de ce travail qui démarre juste, puisqu'en fait les arbitrages sont tout récents, alors qui j'espère vont clarifier aussi les perspectives pour 2024, comme vous l'avez dit, une certaine urgence, mais il y a aussi d'autres décisions qui ont été prises en parallèle et qui permettent d'avancer. C'était au sein de l'État, de la fonction publique, pardon, de relever le remboursement par l'employeur à 75% pour l'abonnement de transport en commun, mesure toute récente qui a été annoncée, peut-être pour la rentrée, on ne sait pas encore exactement le calendrier. Voilà. Allez-y. Bonjour, Yann Delopkovitz, donc société Skipper. Donc moi, je représente un acteur qui met en œuvre tous ces différents mécanismes, que ce soit sur les alternatives aux voitures de fonction ou le forfait mobilité durable, ou la gestion des abonnements de transport. Donc moi, je vois ça d'un très bon œil. Ces arbitrages, je pense, reflètent en partie pour la partie FMDG une réalité de ce que mettent en œuvre les entreprises, sans que ce soit le cadre officiel, mais c'est vrai que c'est des recommandations qu'on a plutôt tendance à faire pour simplifier le message, simplifier l'offre, maximiser l'usage, etc. Ma question, elle est plutôt simple, et vous la mentionniez un petit peu sur le calendrier, comme il y a une certaine forme d'attente par rapport à 2024. Comment est-ce que vous voyez le calendrier? Alors moi, je ne connais pas du tout les mécanismes et les différentes étapes qui peuvent se présenter suite aux arbitrages. À quoi on peut s'attendre en termes de timing? Comment on peut rassurer des entreprises qui souhaitent savoir quand est-ce que ce sera validé ou non, les montants, etc. Alors là, bonne question. Normalement, le projet de loi de finances, il se décide assez rapidement, dès l'été. Donc, c'est d'ailleurs le problème, c'est qu'on nous a demandé déjà il y a un mois les propositions pour la loi de finances, alors qu'on n'avait pas les arbitrages. Vous voyez bien la difficulté. Alors, on a reposé, nous, la question au SGPE, le secrétariat général de la planification écologique, parce que normalement, c'est eux quand même qui doivent piloter ces travaux qui viennent d'être arbitrés. J'espère. Il faut, de toute façon, que maintenant le travail reprenne très rapidement en interministériel pour aboutir à des dispositions dans la loi de finances qui devraient être normalement calées dès le début de l'automne. Mais si ça prend du retard, ça veut dire que ça passerait en loi de finances rectificative ou des choses comme ça. Et évidemment, ça donne moins de visibilité aux entreprises. Mais ça, on ne maîtrise pas plus que ça. Ce serait souhaitable, voilà. Mais honnêtement, on ne maîtrise pas trop parce que le travail interministériel, justement, il y a plusieurs ministères et tous ne sont pas aussi allants sur ces sujets-là. Donc, on va voir. Voilà. Ça me fait penser, je n'ai pas complètement répondu à votre question, Alice, sur le montant, parce qu'en fait, 550 €, c'est vrai que c'est beaucoup plus, enfin, c'est sensiblement plus que la moyenne rapportée par le baromètre FMD. On s'est bien sûr inspiré de cette moyenne, mais ça veut dire aussi que si c'est une moyenne, 440 €, je crois quand même, ça veut dire qu'il y en a quand même déjà pas mal qui sont déjà au-dessus de 550, forcément. On doit pouvoir savoir combien, mais oui, ce n'est pas toutes les entreprises, mais là, vous avez compris, on vise au départ les entreprises les plus volontaristes, pour lesquelles finalement, alors là pour le coup c'est tout bénef, puisqu'elles font déjà un FMD à 550 €, elles vont se passer de la double comptabilité, donc celles-là, elles ont quand même vraiment intérêt à rentrer dans le dispositif. Personnellement, je suis assez d'accord avec vous, on aurait pu fixer le seuil un peu plus bas. Après, il y a des associations qui voudraient aussi que le budget de forfait mobilité durable soit encore plus élevé, etc. Et encore une fois, la question, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y a personne qui y perde. Donc on regardera ça, mais par exemple, si vous pensez au Navigo, il a déjà été augmenté récemment. Il est possible qu'il augmente encore dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Paris Express. D'ailleurs, le gouvernement encourage plutôt les
les collectivités à ne pas baisser les tarifs ou à les augmenter un peu plus qu'ils l'ont fait jusque-là, parce qu'il faut savoir qu'en France, les tarifs de transport collectif ont augmenté beaucoup moins vite que l'inflation depuis 20 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un problème financier, hein, voilà, actuellement à Île-de-France Mobilité, mais dans toutes les collectivités. Donc si on veut permettre aux collectivités quand même de continuer à augmenter leurs tarifs d'abonnement de transport en commun, dans des proportions raisonnables, bien sûr, il ne faut pas qu'à un moment donné, les salariés se trouvent pénalisés par rapport au dispositif de remboursement de l'abonnement à 50% qui existait. Voilà un peu le jeu de contraintes, mais on est d'accord que le montant peut être un peu rédhibitoire pour certaines entreprises, donc il faudra faire attention à ça. Désolé, c'est un peu long. Ah, encore une question, pardon. Une micro-question pour savoir s'il y avait des projections qui avaient été faites sur le potentiel de ce forfait mobilité durable global, et donc le report modal espéré à souhaiter, ou en tout cas imaginé, par rapport aux trajectoires type national bas carbone sur la décarbonation de la mobilité. Voir s'il commence à avoir des travaux qui corrèlent un peu ces actions et la capacité qu'elles ont de contribuer activement à la décarbonation. Non, honnêtement, on est en difficulté pour faire ce genre d'évaluation. On est preneur si vous avez des idées, mais c'est déjà évaluer le potentiel d'entreprise. Alors, bon, avec le baromètre FMD, on pourrait déjà approcher un peu ceux qui donnent déjà plus que 550, mais même le baromètre FMD, on sait qu'il n'est pas complètement représentatif, on n'a qu'une partie d'entreprise, etc. Donc ça, c'est quand même une difficulté. Combien vont effectivement basculer, combien vont du coup s'y mettre alors qu'elles étaient en dessous de 550, c'est très difficile à évaluer. Et puis alors après, qu'est-ce que finalement ce type de dispositif induit en termes de report modal? Alors là, c'est encore plus compliqué. Donc oui, il faudrait à un moment donné pouvoir montrer que ça apporte quelque chose, mais honnêtement, là, ça devient très compliqué. Nous, on est preneurs de toute idée méthodo ou de partenaires pour faire ce genre d'évaluation. Merci beaucoup. Comme il n'y a pas que les incitatifs financiers pour accompagner les salariés, on va laisser la parole à l'ADEME, Séverine Boulard, et on pourra prendre encore des questions, parce qu'on a mis fin de l'événement à 11h30. Donc voilà, s'il y a d'autres questions. Merci Julie, merci Pierre-Yves. Donc je suis Séverine Boulard, je travaille. Ah, on peut? Ah, d'accord. D'accord. Ça marche, merci. Donc, je suis Séverine Boulard, je travaille au sein du service transport et mobilité de l'ADEME. Donc, je voudrais d'abord remercier le groupement qui nous a accompagnés donc, sur cette étude, donc Ecodev, Chassagny-Waterloo Associés et GAI 17, pour ce travail très riche et pour cette présentation des résultats de notre étude. Comme cela a été souligné par Émeric, ce qui fait la richesse de ces travaux, c'est aussi la complémentarité de ces acteurs et les différents points de vue donc, pour aborder le sujet, qui n'est pas simple, comme je pense cela a été exprimé un peu ce matin. Les recommandations qui vous ont été présentées, notamment par Marty et Émeric, vont bien évidemment orienter le plan d'action que l'ADEME va mener à plus ou moins court terme, on va dire, pour accompagner les employeurs dans la prise en charge de la prise en compte de cette mobilité domicile-travail dans les négociations annuelles obligatoires, et plus largement la prise en compte des mobilités liées à l'activité de l'entreprise, puisqu'on a abordé la mobilité domicile-travail des salariés. Pierre-Yves va aborder aussi notamment la mobilité professionnelle, donc les trajets professionnels, mais il y a aussi la problématique des déplacements des visiteurs ou de la livraison des marchandises selon les activités des entreprises. Donc la mobilité ne se résume pas à la mobilité domicile-travail, c'est beaucoup plus large. Et l'ADEME va travailler justement sur cette approche plus globale du sujet. Donc la première action que nous allons lancer, c'est notamment une communication, donc ça fait partie des recommandations, donc c'est une communication à destination des employeurs de plus de 50 salariés pour les informer de cette obligation de traiter le sujet de la mobilité domicile-travail dans le cadre des NAO sur la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est une action qu'on va lancer courant septembre probablement. Et on va réaliser un travail de fond sur cette approche de la mobilité globale pour mettre en place ce que l'ADEME peut mettre en place pour accompagner les acteurs, donc que sont les ressources ou des outils pour les accompagner, vous accompagner dans cette prise en compte de la mobilité domicile-travail et plus largement la mobilité au sein des entreprises. Et une dernière action
Une dernière action qu'on... Oui. Donc la dernière action qu'on va lancer avec la DGITM notamment, c'est l'animation de l'écosystème employeur, qui sera un peu aussi la source pour vous informer, vous tenir au courant de ce qui peut évoluer sur le sujet de la mobilité au sein des entreprises. Julie, tu voulais rajouter sur le... Non ? Donc voilà, en matière d'action, vous l'avez compris, il y a de nombreuses choses à faire. Ça va se programmer sur, entre la fin de cette année et l'année prochaine. Non, disons que le sujet, on est pris, comme Pierre-Yves va essayer de l'expliquer, on est pris par plein de sujets et on n'est pas seul au transport, mettre à bord des sujets de transport. et pour ceux qui ont suivi tous les débats, notamment de la loi d'orientation des mobilités, tout ce qui est incitatif, par exemple financier, dépend à la fois du Code du travail et du Code des impôts. Et donc, nous, on a assez peu de marge de manœuvre. Donc, on nous reproche souvent d'avancer lentement, mais c'est parce qu'on est dépendant des autres. C'est pas pour justifier, mais voilà. Par rapport à ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure, c'est vrai qu'on regrette tous de ne pas avoir un espèce de forfait unique qui serait donné à tous les salariés, où il y aurait tous les modes alternatifs à la voiture individuelle thermique, c'est-à-dire que l'employeur paierait, l'État exonérerait ce forfait et les payeurs seraient les plus gros pollueurs. Mais pour arriver à ça, on est obligé de passer par des petites cases et de baisser les avantages qu'ont certains pour pas taper trop fort ni sur les entreprises ni ceux qui avaient des avantages jusqu'à présent. Et sinon, je suis ravie du travail qui a été mené, même si ça a été long. Donc je remercie encore Ecodev et le groupement CWA et Get17, l'ADEME évidemment, et puis je crois qu'à la rentrée on va engager un travail collaboratif donc pas mal sur la mobilité domicile-travail, mais comme l'a dit Séverine, sur les autres types de déplacements. Moi, je travaille aussi pas mal sur le sujet du covoiturage. Il y a un plan national covoiturage qui a été lancé en décembre dernier. Et la semaine prochaine, on fait un bilan de ce plan à mi-parcours. Et on va reparler de ce sujet avec des entreprises qui s'engagent dans la mobilité durable et notamment sur le covoiturage. Donc on aura l'occasion aussi d'aborder et de rappeler, parce que dans ce qui nous a été présenté, il y a quand même un déficit d'information. Sur le FMD, c'était déjà le cas. Moi qui le présente très régulièrement, les premiers résultats, c'est vraiment on ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Vous nous dites qu'on fait des choses pour la mobilité alternative et vous opposez les transports collectifs et le FMD. Il y a un peu de ce magma. Voilà. Donc c'est vrai qu'une des choses, c'est communiquer et faire savoir ce qui existe. On pourra vous redonner aussi le lien vers une plaquette d'information qu'on a faite avec le MEDEF sur tous les dispositifs qui existent aujourd'hui, notamment les obligations des entreprises. Donc il n'y a pas que des obligations financières, mais il y a aussi des obligations en termes d'aménagement et d'équipement, de renouvellement des flottes, d'aménagement cyclable, de places de parking, etc. Et sur l'accompagnement, ça a été dit tout à l'heure, on ne sait pas ce qui se passe entre le moment où les employeurs ont l'information, les syndicats ont l'information, et qu'est-ce qui se passe entre les deux, et pourquoi ça ne redescend pas vers les salariés. Et donc nous, s'il y a des gens dans la salle qui sont prêts à nous aider pour faire circuler cette information, donc on va essayer avec l'ADEME de lancer une communication à la rentrée pour repréciser ce qui existe. Et c'est pas anodin que le volet mobilité, de s'intéresser à la mobilité domicile-travail soit un item obligatoire des négociations et que ce soit dans la partie qualité de vie au travail. Parce qu'on sait très bien, notamment pour ceux qui habitent en Île-de-France, que venir tous les jours au bureau en étant coincé dans un RER,
eh ben, dégrade un petit peu la journée de travail. Donc si on vient à vélo, on sait par exemple qu'il y a des diminutions d'arrêt de travail. Il y a des choses comme ça qui sont et qui doivent être connues. Et donc c'est vraiment une obligation de parler de ce sujet. Et si on n'arrive pas à trouver un accord, alors ça c'est un peu voilà, si on n'arrive pas à trouver d'accord et on n'est pas obligé de mettre en place un incitatif financier, il faut qu'on mette en place un plan de mobilité. Donc ça, c'est vrai que l'ADEME est spécialiste des plans de mobilité. Et donc, on est preneur aussi de retour sur le sujet. On sait que le plan de mobilité, ça ne marche pas. Comme non. En tout cas, un plan, ça fait peur. Ça fait vraiment planification, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les employeurs ont besoin de réfléchir à comment faire venir de manière agréable leurs salariés au travail, et que faire un plan, c'est pas que de la contrainte. Et donc, il faut regarder comment les gens se déplacent pour proposer des solutions, mais en collaboration. Et nous, nous, on pousse ça, et c'est vraiment ce que Elisabeth Borne avait poussé au moment de la LOM, de laisser la place au dialogue social, mais justement essayer de faire quelque chose de cohérent sans mettre de contraintes. Donc peut-être que ce qui va se passer s'il y a des futures lois transport à venir, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une contrainte, pousser le truc un peu plus loin, c'est-à-dire si les entreprises n'arrivent pas à trouver un accord sur la mobilité domicile-travail, si elles ne mettent pas en place un plan de mobilité, sanction. Bon, après, nous, on ne veut pas aller jusque-là, mais peut-être c'est une des pistes. Bon, j'arrête de parler, parce que si on me donne la parole, je veux parler beaucoup. Voilà, encore merci à tous. Je ne sais pas si, Pierre-Yves, tu veux redire un mot de conclusion final. Je ne pourrais que répéter ce que tu as dit, Julie, c'est-à-dire remercier Ecodev, l'ADEME, et vous tous qui êtes là, vous tous qui êtes en ligne aussi, de nous avoir suivis. Pour une fois, on a tenu le timing, malgré nos problèmes techniques. Désolé, j'espère que la retransmission ne sera pas trop mauvaise. Normalement, vous aurez un replay accessible avec les limites de l'enregistrement. Voilà, et n'hésitez pas. Comme vous l'avez vu, donc, on va continuer à travailler en interministériel sur ces sujets. C'est le moment, si vous avez des idées, des remarques, des suggestions, puisque tout n'est pas encore écrit. Et puis, bien sûr, l'aventure continue. À bientôt. On peut prendre quelques questions peut-être. J'en ai une là-haut. Oui, bonjour. Stéphane Torgeman, donc je travaille pour une société de formation, Segos. Alors je suis représentant RH, responsable RH, et je gère une flotte automobile. Nous avons mis en place le FMD il y a bientôt 1 an et demi avec un certain succès, un certain écho dans l'entreprise. Par contre, pour la flotte automobile, donc c'est plutôt une question pour Pierre-Yves, c'est ça ? La question du crédit mobilité, on réfléchit au verdissement de la flotte, donc c'est convertir vers des véhicules hybrides, électriques, et potentiellement abandonner le véhicule de fonction pour aller vers d'autres mobilités, donc plutôt la multimodalité de la mobilité qui est demandée par les salariés. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux pour faire évoluer le crédit mobilité et le rendre attractif, alors qu'aujourd'hui, effectivement, vous disiez tout à l'heure, c'est pénalisant pour l'entreprise et pour le salarié. Donc, finalement, on n'arrive pas à le mettre en avant ou à le défendre en interne parce que la solution n'est pas viable ni sécurisante. Oui, j'espère que vous l'avez compris, c'est vraiment le sens de l'arbitrage qui vient d'être rendu. Donc on va travailler là-dessus. Moi, je vais prendre vos coordonnées parce que c'est intéressant d'avoir des entreprises directement concernées pour qu'on calibre bien le dispositif. Mais oui, c'est complètement l'idée d'avoir vraiment une alternative qui soit attractive, qui soit vraiment équivalente pour le salarié, pour l'entreprise, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors j'ajoute que sur les flottes d'entreprise, il y a énormément de choses à faire. Il y a la question de l'électrification des flottes, et c'est très bien que vous le fassiez, parce qu'on se rend compte que finalement, les particuliers verdissent plus vite leur parc que les entreprises, ce qui est quand même un paradoxe, parce que les entreprises ont quand même des moyens. Alors pourquoi on est en train de regarder ça avec le CGDD? Il y a aussi la question, vous avez parlé des véhicules hybrides.
On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises qui donnent des véhicules de fonction hybride à leurs collaborateurs parce qu'elles bénéficient d'une exonération de taxes sur les véhicules de société, mais sans se soucier de savoir s'ils peuvent recharger leur véhicule chez eux ou à l'entreprise, et même en leur donnant une carte de carburant. Donc comme ça, on est sûr qu'ils n'utiliseront pas la fonction électrique de ces véhicules hybrides rechargeables. Et évidemment, ça, c'est pas du tout bon pour la planète. Et en plus, ça dévalorise le véhicule hybride rechargeable qui va être probablement moins aidé à l'avenir, alors que dans certains cas, il peut répondre à un besoin. Donc voilà, ça pour dire qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de la gestion des flottes des entreprises et qu'on est ravis de pouvoir travailler avec les uns et les autres. Merci. Bonjour à tous. Yann Viguier, je suis représentant de la Fédération de PME du secteur du transport routier. Sur les financements, vous avez beaucoup parlé du remboursement du pass Navigo, les 50%, etc., même la possibilité de monter à 75%. Je n'ai pas entendu un mot de l'ensemble de la conférence du versement mobilité, enfin anciennement versement transport. On parlait du MEDEF tout à l'heure aussi. L'Île-de-France, un peu, et je suis affilié, entre autres, à la CPME aussi. L'Île-de-France a cette particularité quand même de double peine. Si on prend en compte le remboursement du pass Navigo, plus le financement des infrastructures de transport en commun par le versement mobilité, qui n'existe pas à ces niveaux-là dans d'autres régions que l'Île-de-France. J'ajouterais même une troisième peine ou une quatrième dans les aspects un peu punitifs, qui est la taxe sur les parkings et les aires de stationnement. Dès qu'on a plus de 500 mètres carrés, c'est aussi quelque chose qui coûte cher aux entreprises, et pas que, on va dire, aux grands groupes financiers basés à la Défense, mais aussi des entreprises dont les parkings sont l'outil de travail. Là, je pense aux transporteurs. On peut y rajouter depuis le 1er juillet aussi une quatrième taxation s'il n'y a pas d'ombrière sur ces parkings, puisque maintenant on en rajoute aussi une nouvelle pénalisation. Mais je voulais un peu suggérer ou avoir un peu votre avis là-dessus sur la possibilité de modulation du versement mobilité à l'avenir, justement en fonction des efforts que peuvent faire les entreprises dans le cadre de la transition énergétique et on va dire des circulations plus douces, puisqu'il n'y a pas que le remboursement du pass Navigo. D'ailleurs, dans le transport routier, on commence très tôt le matin, il y a peu de chauffeurs qui utilisent les transports en commun, surtout dans des grandes banlieues. Mais dès qu'on a plus de 10 salariés, le versement mobilité, on le prend plein pot. Donc voilà un peu mes réflexions sur le sujet, sachant qu'on fait plein de choses pour la transition, notamment avec l'ADEME. Je pense au programme EVE, dans lequel on est très engagé d'engagement volontaire de réduction des émissions de CO2. Il y a Remove qui arrive. Mais sur les aspects financiers, je trouve qu'on ne parle pas assez du versement transport. Merci. Vaste sujet à cette heure-là, mais je ne vais pas éluder la question. Le versement mobilité, c'est effectivement une spécificité française. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde, je crois. C'est vrai que du coup, c'est un impôt de plus qui pèse sur les entreprises, qui vient se cumuler effectivement avec d'autres obligations, vous l'avez rappelé. Après, les taxes sur le stationnement, alors quand c'est votre outil de travail, je comprends que c'est pénalisant, mais c'est aussi une façon d'inciter les gens à faire moins de places de stationnement, puisque c'est un levier essentiel du report modal. Alors, malgré tout, donc pour poser le problème du versement mobilité, c'est quand même l'outil numéro 1 de financement des transports publics en France. Que nous envient les autres pays, ils n'ont pas l'équivalent. C'est quand même ça qui a permis de faire des tramways. Il n'y a pas l'équivalent ailleurs dans le monde non plus, grâce à ce versement mobilité. Alors, bien sûr, il pèse sur la masse salariale, ça c'est embêtant, mais alors là, il faudrait vraiment une réforme considérable si on voulait basculer sur une autre source, comme par exemple la fin des péages autoroutiers. C'est à peu près le même montant. Le versement mobilité, c'est 10 milliards d'euros par an. Les concessions autoroutières, ça rapporte à peu près 10 milliards d'euros de péage. Donc si on voulait, on pourrait transformer l'un en l'autre. Mais je crois que ce n'est pas le projet. Tout le monde lorgne sur les péages autoroutiers et ça ne se fera pas sous cet angle-là. Donc après, voilà, à partir du moment où cet impôt existe, il est vraiment indispensable au transport public. On peut regretter d'ailleurs que la part de l'usager soit devenue faible en France. Je le disais tout à l'heure, les tarifs, alors ils sont toujours trop élevés pour l'usager, mais même les associations d'usagers en fait ne réclament pas de baisse de tarifs ou de gratuité. C'est les élus en fait qui par démagogie promettent ça et privent encore plus le système de financement. Mais normalement, effectivement, le premier qui devrait payer, c'est quand même l'usager. Et nous, on est favorable à ce que les tarifs suivent davantage l'inflation et rééquilibrer les choses pour que ce ne soient pas les employeurs qui payent tout. Ce n'est pas leur rôle. Alors, c'est normal qu'ils payent parce que quand même, les transports publics servent aussi à leurs salariés, mais pas à tous. Il y en a qui
peuvent pas en raison de leurs horaires, etc. Donc c'est vrai que ça doit rester équilibré. L'État est le garant un peu de cet équilibre des financements entre les employeurs, les usagers et les collectivités. Bon, une fois qu'on a dit ça, voilà, vu que le versement mobilité aujourd'hui, en gros, c'est la moitié du financement des transports publics, et que les transports publics, c'est énormément de coûts fixes. Même si les gens télétravaillent, comme en fait ils télétravaillent tous les mêmes jours, le mardi et le jeudi, il y a plein de monde dans les transports. Alors comment vous faites? Vous avez les mêmes coûts fixes. Si vous exonérez les employeurs de VM parce que leurs employés télétravaillent, vous ne pouvez plus financer les transports. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est très compliqué. Donc même si sur le principe, votre demande peut paraître, et elle est légitime, en pratique, voilà, c'est tellement aujourd'hui crucial dans le fonctionnement des transports publics, la responsabilité, que je crois que le gouvernement, mais d'abord les autorités organisatrices de la mobilité, ce sont elles qui encaissent sur la responsabilité, n'imaginent pas qu'on puisse malheureusement revoir le dispositif. Voilà. Je rajoute, en Ile-de-France, il manque 1 milliard quand même par an pour financer l'exploitation du nouveau métro. Donc ça vous donne une idée quand même des problèmes financiers auxquels vont être confrontés les transports parisiens. Et en province, il y a aussi des tas de défis. On a parlé du verdissement. Le verdissement des bus, par exemple, ça coûte cher aussi. Enfin, comme vous dites, les entreprises font beaucoup, mais les collectivités aussi. Donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Oui, vous avez parlé d'une fiche sur le MEDEF, pour leurs recommandations, leurs obligations. Une plaquette, ouais. Comment elle s'appelle, cette plaquette? Vous tapez plaquette mobilité employeur, je crois, sur Internet, vous trouvez assez vite. Elle est en ligne. Donc c'est pas une fiche sur le MEDEF, c'est une plaquette qu'on a faite avec le MEDEF. Pour la trouver le plus facilement, c'est vous tapez sur Internet FAC FMD. Et donc c'est la foire aux questions sur le forfait mobilité durable, et il y a la plaquette qui apparaît. On est bon ? Donc il reste, je pense, encore pas mal de café à côté et de viennoiseries, même si c'est l'heure de déjeuner, presque. Merci encore.